Alors à Éton, le 21 septembre de cette année, je me suis rendu pour une visite impromptue dans cet établissement pénitentiaire, au sein duquel je savais que Joseph Parent-Pohéa était détenu, et j'ai voulu, comme le code de procédure pénale m'y autorise, m'assurer des bonnes conditions de détention de tous les détenus, et de ce détenu kanak en particulier. Puisqu'il a été extrait de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait, qui était le centre Est de Nouméa, avec un certain nombre d'autres détenus kanaks qui avaient été emprisonnés là pour rébellion en quelque sorte, suite aux manifestations immenses qui se sont produites sur ce territoire à l'annonce de la volonté gouvernementale de modifier la loi électorale qui consistait à aller donner davantage de poids électoral aux Caldoches plutôt qu'aux Kanaks qui sont le peuple légitime sur cette terre. Et puis Joseph avait demandé à l'administration pénitentiaire d'être détenu dans une cellule individuelle pour pouvoir bénéficier de conditions tranquilles, puisque lui ne se reconnaissait pas dans l'ensemble des détenus, se considérant lui-même comme étant un détenu politique. Aujourd'hui, on va avoir des procès politiques en France contre tous ces Kanaks qui se sont mobilisés et qui ont lutté pour que la loi ne profite pas au pouvoir colonial français. Le député Metzdorf, qui est le député de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas kanak, qui est caldoche, eh bien, pour la petite histoire, il avait, avant l'examen de ce texte, pour lequel il est bien évidemment tout à fait pour, il avait, en allégeance à Gérald Darmanin, il lui avait offert un fouet caldoche. Donc vous voyez toute la symbolique en quelque sorte coloniale en quelque sorte de l'État français et de ses représentants sur place, qui n'est pas donc de notre point de vue un représentant du peuple kanak bien évidemment. On va commencer par ce qu'on appelle la coutume, et ça nous demande un moment rituel, solennel, dans le silence. Je donne la parole d'abord à Mina qui va nous expliquer le rituel. Bonsoir et merci à toutes et tous d'être présents. Avant de commencer tout débat, toute rencontre avec le public, les Kanaks, c'est important pour eux de faire un geste pour demander l'autorisation de parler. Ça s'appelle la coutume. C'est des cérémonies c'est très solennel. Voilà, c'est important qu'ils fassent ce geste-là avant de commencer et aussi à la fin de la soirée. Du coup, voilà, c'est juste un petit rituel très rapide. Merci. Qui
est très importante à nos yeux parce que c'est ce qui nous définit en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu dans un groupe. Et c'est ce qui fait aussi un symbole qu'on emporte peu importe où on est. Et du coup, ce geste-là, c'est pour vous faire une représentation, pour que vous puissiez imaginer. C'est par exemple, on a nos cases dans nos tribus. Et par exemple, lorsque nous, on va voir de la famille ou lorsqu'il y a des heureux mariages, et ben, cette coutume-là, elle nous permet de remercier la famille ou la personne qui nous accueille, qui nous permet en fait d'avoir un espace d'échange et de pouvoir discuter tous ensemble auprès du feu ou autour des cafés. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je voudrais m'abaisser devant vous et m'humilier et voilà, vous présenter ce geste au nom de l'USTKE, de l'Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités, ainsi qu'au nom du MKF, qui est donc le mouvement Kanak en France. Et on dit aussi une grande pensée aussi à notre président qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui, Daniel Weah. Et du coup, voilà, on s'est déplacés tous ensemble pour le reposter ici aujourd'hui. Du coup, ça, c'est notre geste de coutume pour vous, les organisations qui nous ont donné aujourd'hui l'opportunité de pouvoir avoir cet espace d'échange avec vous et pour avoir le plaisir de pouvoir discuter avec vous avec ce qui se passe actuellement. Du coup, on vous remercie. Assez à l'été. C'est nous qui vous remercions d'être venus, voilà, Muriel et moi qui vous accueillons, sommes d'une génération qui suivons depuis des décennies votre combat, qui est le combat que vous avez commencé le jour où un bateau est venu dans votre île, vous priver de vos terres, vous priver de vos droits. Et on est vraiment très ravis de pouvoir vous écouter ce soir, nous parler de votre lutte, nous parler de votre combat, nous dire où vous en êtes. Voilà, et on vous remercie vraiment sincèrement d'être venu ce soir pour nous parler ici à Chambéry. Et on vous remet ici aussi en coutume un présent qui vous rappellera aussi les productions de Chambéry et notre solidarité envers la lutte nationale de votre peuple. Partie du collectif sur Grenoble Solidarité Kanaki. Bonsoir, moi je suis Mina Kerfi. Je suis représentante de l'USTKE, qui est l'Union syndicale des travailleurs Kanak et des exploités en France, qui est le gros syndicat indépendantiste en Kanaki. Et je suis aussi du collectif Solidarité Kanaki à Paris. Bonjour, moi c'est Joya, secrétaire adjoint du MKF et en charge de la gestion des prisonniers et des familles des déportés ici dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir tout le monde, moi c'est Terence Patel et je suis, comme avec Hélène, du coup je suis du MKF du coup sur Grenoble et faisant aussi encore une fois partie de la terre organisée justement en soutien à la Kanaki. Et du coup voilà, nous avons tous fait donc le déplacement aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous. Merci. Du coup, nous ce soir nous sommes le MKF, le mouvement Kanak en France. Nous avons deux lignes directrices. La première, c'est de conscientiser et sensibiliser le peuple français de ce qui se passe concrètement en Kanaki à l'heure actuelle. Il faut rappeler aussi que notre combat, c'est un combat de dignité du peuple kanak et on est pour l'indépendance inclusive avec tout le monde. Et voilà, on est contre aussi le dégel du corps électoral. Et notre seconde ligne directrice, c'est venir en aide aux prisonniers déportés de Kanaki. Merci. Donc moi je vais vous présenter un peu le déroulement de nos interventions. D'abord remercier toutes les organisations qui font partie du collectif là, qui nous invitent aujourd'hui. Pour nous c'est important de participer à ce genre d'organisation et on va partout où on est invité, surtout depuis le 13 mai. La solidarité elle s'exerce d'une façon très forte en France. Et beaucoup de collectifs se sont organisés pour venir en aide, pour dénoncer la situation des prisonniers et pour aussi dénoncer la situation coloniale qui perdure en Kanaki. Donc c'était Daniel Weah qui devait venir ce soir, mais il n'a pas pu venir. Du coup, les jeunes se sont proposés de venir de Grenoble et de Lyon pour le remplacer, les jeunes du MKF.
On parlera donc du contexte historique, hein, pour resituer un peu la Calédonie dans son contexte historique. C'est important de revenir sur l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est une colonie de peuplement et ça explique un peu, surtout au niveau du corps électoral, c'est important de revenir sur l'histoire. C'est Cheyenne qui va parler du contexte historique, parler aussi des accords, les accords de Nouméa, Matignon-Nouméa pour venir à l'accord de l'accord Matignon-Oudinot pour venir à l'accord de Nouméa, puis le projet de loi constitutionnelle du dégel du corps électoral. Ensuite, parler de ce qui s'est passé le 13 mai, avec les conséquences, la répression, une répression terrible qui a eu lieu après le 13 mai, la déportation des prisonniers, et l'économie qui s'effondre, enfin qui était déjà au plus mal, mais qui s'effondre progressivement, les conséquences économiques, sociales et politiques. Et on parlera à la fin de ce qui se passe aujourd'hui, avec les discussions qui ont repris des indépendantistes avec l'État, qui étaient complètement bloqués depuis 2021 et qui reprennent progressivement voilà, en ce moment même, quoi. Et on aura un temps d'échange après avec vous pour répondre à vos questions. Voilà. Je vais donner la parole à Cheyenne pour parler du contexte historique. Alors, pour commencer, pour pouvoir resituer tout ça, je vais revenir un peu sur des éléments un peu clés. Hein. C'est tout ça qui nous a conduit à ce qui s'est passé aussi, ce qu'on a vu l'année dernière, et puis ce qui continue d'être perpétué actuellement. Donc, je ne reviendrai pas forcément sur tout, mais au moins pour que vous ayez voilà, des éléments clés. Alors, un aspect important qu'il faut bien garder en tête, c'est que depuis 1986, la Kanaki Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser, donc la liste de l'ONU. Et donc, à partir de là, on a une chose qui est reconnue, c'est que le peuple kanak, c'est un peuple qui est autochtone. Suite à l'arrivée de James Cook sur notre territoire dans les années 1770, en 1774, donc avant la colonisation, il y avait environ, on estimait à peu près à 400 000 kanaks présents sur le territoire. Et par la suite, on a eu en 1883 la prise de possession par la France, et donc l'installation d'une colonie de peuplement avec l'arrivée du bagne. La France y voyait là y a trouvé, on va dire, un enjeu important et son compte, on va dire. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, donc au moment de cette colonisation-là, il y avait déjà donc notre peuple, le kanak, le peuple autochtone, qui était présent, qui avait ses manières de vivre, ses manières de fonctionner. C'est une réelle civilisation qui date de très longtemps. Et donc suite à cela, c'était comme un bouleversement réellement qui est arrivé. Dans les années 1920, il y a eu un premier recensement qui a été fait et on est arrivé à comptabiliser environ 30 000 kanaks présents. Donc vous imaginez bien, entre les 400 000 qu'on pouvait avoir avant et les 30 000, il y a eu des maladies qui sont arrivées avec la colonisation forcément. Il y a eu ensuite, suite au bagne aussi, des spoliations de terre, des kanaks. On a parqué ensuite les autochtones dans des réserves, en les soumettant aux travaux forcés, et tout ça régi sous le code de l'indigénat. Il y a plusieurs pratiques comme ça qui étaient mises en place aussi ailleurs. Hein. On entendait parler avant aux Antilles du code noir, où le code d'indigénat était aussi présent dans d'autres territoires, en Algérie. Et en fin de compte, en 1946, on a la fin du code de l'indigénat. C'est quand même important parce que 1946, c'est aussi, pour se situer, ici en France, c'est à peu près le moment où les femmes elles obtenaient le droit de vote. Donc, et nous, c'était à partir de ce moment-là que nous, peuple kanak,
On sort du code de l'indigénat et on obtient aussi le droit de voter et enfin considérés comme des citoyens. Mais en réalité, pas totalement, puisque il y a déjà énormément d'inégalités. Donc pendant cette période, on va dire, c'est aussi l'arrivée aussi où le moment aussi où on va avoir de plus en plus de personnes aussi 10 ans ou 20 ans plus tard dans les années 1960 qui vont pouvoir voter, et à tel point qu'en 1960 on va pouvoir avoir une première représentation politique chez nous, les Kanaks, qui était Roch Pidgeot, le premier député kanak. Et donc, suite à cela, un autre député français en 1972, Pierre Messmer, a rédigé une lettre, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette lettre de Pierre Messmer, qui explique qu'il faut en fait faire venir des populations d'ailleurs en Kanaki pour pouvoir nous rendre encore plus minoritaires. Donc là, on est toujours à chaque fois dans une politique une politique de colonisation de peuplement. Et puis, dans les années 70, on va avoir les premiers mouvements indépendantistes kanaks qui vont naître, qui vont aussi émerger du fait qu'il y a des Kanaks qui vont pouvoir aller se rendre en métropole, pouvoir étudier à la fin des années 60, et ils vont pouvoir aussi découvrir qu'est-ce qui se passe ici pendant mai 68. Donc c'est quelque chose qui va les inspirer, c'est quelque chose qui va leur faire prendre conscience de leur propre situation. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le réveil kanak. C'est à ce moment-là que vraiment on prend conscience que oui, on est un peuple colonisé, que cette situation qu'on a sur notre territoire, elle crée toujours des clivages. Et donc, suite à ces premiers mouvements indépendantistes, donc dans les années 70, il y a aussi un autre événement en parallèle économique qui a lieu, c'est le boom du nickel. Donc on va découvrir ce nickel-là sur notre territoire. Il faut savoir qu'il y a quand même 25% des réserves mondiales de nickel qui est trouvé en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et donc ce boom du nickel va faire venir pas mal de travailleurs étrangers ou alors venus d'Asie du Sud-Est ou autres pour venir travailler dans les mines de nickel en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Tous ces événements-là, ça va créer encore, comme je disais un peu plus tôt, une diminution de notre peuple kanak du point de vue démographique. Et puis c'est important parce que c'est comme ça qu'on arrive à se poser la question du corps électoral. Et qu'en 1983, on a un accord qui est signé à Nainville-les-Roches. Donc c'est un accord bilatéral entre les indépendantistes et l'État, parce que finalement les loyalistes refuseront de signer cet accord. C'est un accord qui est important parce que c'est à partir de ce moment-là que le droit à l'autodétermination est reconnu par le peuple kanak, pour le peuple kanak, et aussi c'est un moment aussi où le peuple kanak choisit d'élargir son corps électoral et du coup d'accepter de l'ouvrir à d'autres populations qu'on appelle les victimes de l'histoire, donc celles qui n'ont pas forcément choisi d'être présentes suite notamment les personnes sorties du bagne ou autres, ou leurs descendants. Donc de toute façon vous verrez ça dans la suite, je pense pendant le film de Machoro sur Nainville-les-Roches. Et puis ensuite on va avoir une période très trouble entre 84 et 88 qui vont être forcément la période des événements. On a des affrontements violents entre les communautés suite à un statut qui est proposé, qui est le statut Lemoine, et qui prévoit en 84 un corps électoral, un référendum avec un corps électoral beaucoup plus large. Donc ça c'est un peu ce qui crée des révoltes entre 84 et 88, parce que pour nous les Kanaks, déjà on a une diminution de notre population, on se retrouve minoritaire sur notre territoire, et en plus de ça on accepte aussi d'élargir le corps électoral à Nainville-les-Roches, et finalement on nous demande encore plus de l'élargir.
Et donc, tous les affrontements qui vont avoir lieu, ou les événements entre 84 et 88, vont arriver au point culminant de celui de la grotte d'Ouvéa, donc avec la prise d'otages, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, une répression brutale avec 19 Kanaks tués. Donc finalement, suite à la grotte d'Ouvéa, on signe les accords de Matignon-Oudinot, qui là, à la différence des accords de Nainville-les-Roches, les accords de Matignon-Oudinot, là sont des accords tripartites, donc entre l'État français, les loyalistes et les indépendantistes. Ces accords principalement ont comme objectif le rééquilibrage économique, social et institutionnel, la reconnaissance de l'identité kanak, et prévoit aussi un référendum d'autodétermination en 1998, donc avec un corps électoral plus restreint. Finalement, ce référendum de 98 n'aura pas lieu, et le 5 mai 1998 sera signé l'accord de Nouméa, donc qui est aussi un accord tripartite État français, loyaliste, indépendantiste, et qui a comme principaux engagements un transfert progressif des compétences. Donc là, actuellement, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, on a eu pas mal de transferts de compétences, mis à part les compétences régaliennes, donc c'est ce qui concerne l'armée, la justice, sur lesquelles on n'est pas autonome sur le territoire. Et cet accord aussi de Nouméa va vers un processus, acte aussi un processus d'autodétermination qui nous conduira vers 3 référendums, donc avec un début des référendums en 2018 et un deuxième référendum en 2020 et un suivant en 2021. Donc finalement, avec tout ce contexte, on se rend compte qu'on a finalement toujours cette diminution de la population. Actuellement, on a 270 000 habitants en Kanaki Nouvelle-Calédonie. On est 40% de Kanaks sur ce territoire. Les autres sont d'autres populations, d'autres ethnies, ou alors voilà. Et puis c'est aussi un accord. C'est aussi un accord pour nous qui était prévu pour mener en fait vers une décolonisation progressive, ou en tout cas c'est ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Donc voilà la situation actuelle, sachant que il y a aussi l'aspect important à souligner qu'on est en Kanaki Nouvelle-Calédonie, on exporte principalement du nickel, on est le type un peu d'économie de comptoir. Donc voilà, on a tous ces aspects-là qui font que ça crée forcément des tensions perpétuelles. Voilà. C'est un peu pour vous resituer tout ça, et puis je vais laisser Mina pour plus vous parler des 3 référendums et de ce qui a été créé un peu autour et ce qui vient après. Merci. Alors moi je vais parler un peu des 3 référendums, parce que c'est ce qui amène après le projet de l'État du dégel du corps électoral. Alors dans les accords de Nouméa, il était spécifié qu'il devrait y avoir 3 référendums. C'est constitutionnalisé, c'est-à-dire c'est dans la Constitution française. L'accord de Nouméa est dans la Constitution française. Du coup, normalement on ne devrait pas le bouger, mais voilà, l'État a décidé de toucher à la Constitution pour dégeler le corps électoral là, dernièrement. Alors les 3 référendums qui étaient prévus dans l'accord de Nouméa ont eu lieu en 2018. Alors les résultats, à la surprise de tous, parce que la droite était sûre que la jeunesse, c'était fini un peu de l'indépendance, et à la surprise de tous, le oui à l'indépendance a perdu, mais était à 43%. Voilà, c'était déjà très élevé, alors qu'ils appelaient tous un non massif, à la surprise. C'était 2018. 2020, le deuxième référendum, normalement c'est tous les 2 ans. Et on vote, tant que c'est négatif, on vote. Si jamais c'était positif, c'était indépendant, quoi. Et la question c'est, voulez-vous que la Calédonie soit indépendante ou pas? Alors il faut savoir que tout le monde ne vote pas. Dans l'accord de Nouméa, c'est spécifié que le corps électoral pour les élections provinciales et pour référendaires,
il est gelé. C'est-à-dire que les Kanaks ont réussi à imposer ça, le mouvement indépendantiste, parce qu'ils sont minoritaires sur leur propre terre. Et dans les années 70, ils sont devenus minoritaires. Et c'est énormément de métropolitains qui sont... C'est pas le problème des Caldoches, parce que les Caldoches, ils sont reconnus en tant que victimes de l'histoire, ils peuvent voter, ils font partie du peuple calédonien, les Kanaks, ils ont reconnu et leur ont ouvert les portes pour le vote. Du coup, ce problème, c'est les métropolitains qui sont rentrés énormément dans les années 90, 2000, et qui veulent voter, qui sont à peu près 40 000 à vouloir voter. Et dans l'accord de Nouméa, c'est spécifié qu'il faut être rentré avant 98, enfin en gros, parce que c'est un peu compliqué. Il faut être rentré à la signature des accords avant 98 pour pouvoir voter pour les provinciales et le référendum. Ou alors être enfant de Calédoniens. Donc voilà. Donc le premier référendum, c'était 43%. Le deuxième, ils sont montés à 47%. Du coup, entre le oui et le non, il n'y avait que 9000 voix d'écart. Ça, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'il ne manquait que 9000 voix d'écart pour être indépendant. Donc, bien sûr, la droite, les loyalistes ont pris peur et l'État aussi, parce que l'État veut garder la Calédonie dans son giron. Hein. Quand même, c'est les Outre-mer qui donnent à la France cette puissance maritime, une deuxième puissance maritime au monde, et puis le nickel, et puis la position géostratégique. Du coup, ils ont... Le Covid, le troisième référendum devait avoir lieu tous les 2 ans, donc en 2022. Et l'État a décidé unilatéralement d'avancer la date à 2021. En plein le Covid est entré en Calédonie. En 2020, c'était complètement free Covid. Il n'y avait pas de Covid en Calédonie. En 2021, le Covid est rentré et a fait des ravages, surtout dans la population kanak et océanienne, avec beaucoup de morts, de décès. Et chez les Kanaks, il y a une période de deuil qui est importante, qu'ils doivent observer quand il y a des décès. Et ils ne pouvaient pas voter à ce moment-là ou avancer cette période, ni rentrer dans une campagne, parce que l'on dit mais vous faites la campagne sur Internet, mais et voilà, ils ne sont pas encore voilà, au niveau d'Internet. Il y a beaucoup de Kanaks qui vivent dans des tribus reculées. Donc l'État a décidé d'avancer le référendum unilatéralement à décembre 2021. Et les Kanaks avaient prévenu ils ont demandé de reporter la date du référendum, et l'État n'a pas voulu. Il a dit si vous ne reportez pas la date du référendum, mais on ne participera pas à ce référendum. Voilà, on ne participera pas, et c'est ce qui s'est passé. Le référendum a été maintenu. C'est déjà le premier clash avec l'État. Il y avait déjà beaucoup de clash avant, mais ça c'est un gros clash avec l'État d'avancer ce référendum. Alors une grosse abstention, hein, c'était... il y a eu une grosse abstention de la population kanak. Hein, il y a eu seulement 44% de participation. C'était 44% d'abstention. Donc une grosse abstention des Kanaks. Et le oui l'a emporté à 95%. Le non à l'indépendance l'a emporté à 95%. Seulement 85%. Et voilà. Du coup, fort de cette pseudo-victoire, hein, les loyalistes avec l'État ont décidé maintenant c'en est fini pour l'indépendance. Le soir même, Macron annonce les Calédoniens ont choisi de rester français, sans parler de l'abstention très très importante des Kanaks. Donc voilà, on va passer à autre chose. Et ce que demandaient les métropolitains depuis longtemps, enfin la droite, c'est de dégeler le corps électoral, parce qu'ils veulent voter. Ils veulent voter pour les élections provinciales, et leur projet c'était d'ouvrir le corps électoral aux nouveaux venus. Et c'est le projet de loi qui a été annoncé très rapidement. Et les Kanaks ont toujours dit on ne touche pas au corps électoral, ça c'est constitutionnalisé, on ne touche pas au corps électoral. Du coup, la CCAT, vous avez sûrement entendu parler beaucoup de la CCAT, c'est le comité de coordination des actions de terrain, c'est monté en 2023, quand ils ont annoncé qu'ils allaient bouger le corps électoral, et ont commencé des manifestations à mobiliser la population, à conscientiser la population, à faire le tour des tribus, des quartiers, pour expliquer ce que c'est, les conséquences qu'entraînerait le dégel du corps électoral, et organiser des manifestations dans les rues de Nouméa, mais des manifestations monstres, hein, parce que moi j'étais là-bas à ce moment-là, quand il y avait les manifestations, c'était des manifestations au départ de 10 000 personnes, 20 000, jusqu'à 40 000 personnes dans les rues de Nouméa, mais c'était des manifestations, la CCAT c'est un collectif de beaucoup d'organisations
indépendantistes, un syndicat, indépendantiste, association, c'est un gros collectif. Les manifestations c'est important de savoir que c'était complètement pacifique et très bien encadré. Moi, j'ai jamais vu des manifestations avec 40 000 personnes, et il n'y avait même pas des tags sur les murs. C'était bien encadré, les consignes étaient claires, pas de provocation. Voilà, c'est pour vous dire où on en est aujourd'hui. Et l'État est resté complètement sourd à ces manifestations. Il y a des manifestations, il y a eu des grèves, et resté sourd pendant toutes ces manifestations. Il dit non, on continue le cap, on maintient. Il a demandé aux responsables politiques de différents partis de trouver un accord. Et si vous ne trouvez pas un accord entre vous, ce n'était pas possible de trouver un accord avec tout ce qui s'était passé, et bien le projet sera, ce sera les parlementaires en France qui vont voter. Et c'est ce qui s'est passé. Le débat est envoyé aux parlementaires, c'est-à-dire au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et dans le but de modifier la Constitution pour le Congrès de Versailles après les deux chambres réunies. Donc le Sénat s'est passé. C'est passé, je ne sais plus quelle date. Bon, c'est passé largement avec 233 voix pour. Et quelques jours après, à l'Assemblée nationale, un mois après, à l'Assemblée nationale, 351 voix pour contre 153. Du coup, voilà, c'est les sénateurs et les députés qui ont décidé de voter cette loi. Et donc le projet, le jour même du vote à l'Assemblée nationale, le 13 mai, les Kanaks se sont rendus compte que ça allait passer, qu'ils allaient changer la constitution des Gécoltins, et pour eux, c'en est fini de l'indépendance. Parce que si ça passe, ils seront minoritaires, de plus en plus minorisés, et ils savent qu'il ne leur manquait que 9000 voix au deuxième référendum. Du coup, c'est leur rêve d'indépendance qui s'envole. Et il y a eu des provocations, et pendant les manifestations de la CCAT, il y avait des drapeaux kanakis un peu partout dans la ville. Et la droite a commencé à manifester aussi en même temps avec les drapeaux bleu, blanc, rouge. Du coup, c'était bloc contre bloc. Ça rappelait vraiment l'Algérie française. Un drapeau, on veut rester français, la Calédonie française. C'était bloc contre bloc. Et les Kanaks ont continué à manifester un peu. Les drapeaux sont restés sur les voitures. Et la police a commencé à vouloir arracher les drapeaux. Les provocations, elles ont commencé de là à vouloir arracher les drapeaux des voitures. Et ça a commencé comme ça à Montrabel. Ils avaient allumé un feu, les jeunes, et les premiers tirs de flashball sur des jeunes pour qu'ils enlèvent leur drapeau, pour qu'ils retirent le feu. Et ça a commencé vraiment à partir de ce moment-là, la provocation, et ça a dégénéré dans la nuit même du vote à l'Assemblée nationale, et ça a dégénéré d'une façon très très violente qui a vraiment surpris tout le monde, hein, avec des incendies, des magasins incendiés, des maisons. Il y a eu 700 entreprises qui ont été brûlées, hein, des centres commerciaux, pillages, des barrages aussi, parce que ils ont commencé à faire des barrages un peu partout. Mais entre-temps, il y a aussi les quartiers, parce que c'est cloisonné, hein, il y a les quartiers populaires, et puis les quartiers sud qui sont très, très blancs, plus de métropolitains. Et là, dans les quartiers, ils ont commencé à se protéger aussi. Il y avait des barrages des deux côtés. Alors, dans les barrages, dans les quartiers riches, on va dire, les quartiers sud, on appelle ça les voisins vigilants. Voilà, ils s'occupent et de l'autre côté, c'était les émeutiers, quoi. Les barrages des Kanaks, partout, c'était les émeutiers. Du coup, il y a eu des barrages, des affrontements avec les forces de l'ordre, et vraiment, ça a été l'explosion à partir du 13 mai. Et de là, l'État a décidé... il y a eu les premiers morts, hein, dans la première nuit, c'est des milices racistes coloniales, hein, des miliciens très armés, parce que sur les barrages des voisins vigilants, il y avait beaucoup d'armes aussi. En Calédonie, il y a énormément d'armes qui circulent. Hein. Ça, faut savoir s'il y a au moins, il paraît qu'il y a au moins 100 000 armes qui circulent, parce que la chasse, ils sont habitués à la chasse, puis les gens s'arment, parce que il y a des gens qui ont peur aussi, qui s'arment. Du coup, les gens étaient très armés sur les barrages. Et les premiers miliciens ont commencé à faire une chasse aux jeunes Kanaks, et dans la nuit du 13 mai, il y a déjà eu 4 morts de jeunes Kanaks qui ont été tués par des miliciens. Et ça, alors là, ça a été l'explosion suite quand les jeunes ont découvert les 4 premiers morts. Et ça a été une explosion, une explosion qui a duré
qui a duré des semaines, quoi. Le couvre-feu a été déclaré, l'état d'urgence d'abord, puis le couvre-feu, avec l'envoi de forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont à peu près 2000 en Calédonie, l'envoi de 4000 forces de l'ordre pour une population kanak de 110 000 habitants, c'est énorme, quoi. Ça ferait presque 1,5 million de forces de l'ordre ici, quoi. Et du coup, la répression a été terrible, hein, avec les forces de l'ordre, le quadrillage du pays, des interdictions de circuler, plus de transport en commun. Et la répression qui a suivi a été très forte aussi, avec des arrestations. On en est aujourd'hui à presque 3000 arrestations. 3000 arrestations, 2500 gardes à vue, 236 mandats de dépôt, 500 déferments en comparution immédiate, et les prisonniers qui ont commencé à être déportés, parce que là-bas le camp Est, la prison est surpeuplée, a été condamné maintes fois par l'État a été condamné maintes fois pour insalubrité, pour surpeuplement de cette prison. C'est 95% de jeunes Kanaks qui sont enfermés dans cette prison. Du coup, la prison est tellement pleine aussi qu'ils ont commencé à envoyer les prisonniers en France. Et ils ont les premières arrestations aussi des responsables de la CCAT. Alors on a mis sur le dos de toutes ces actions, l'État parle de commanditaires de ces actions. Pour eux, c'est pas possible que toutes ces dégradations, toutes ces émeutes aient lieu de façon spontanée. Pour eux, les responsables, ce sont les responsables de la CCAT, ceux qui ont mené les manifestations durant des mois. Et alors qu'ils se rendaient à une conférence de presse, les responsables de la CCAT, qui sont vraiment des collaborateurs du gouvernement, des directeurs de cabinet, des collaborateurs, ils ont été arrêtés. 96 heures ils sont 11 à avoir été arrêtés, 96 heures de garde à vue. Et l'avion était déjà prêt, pour vous dire que c'était déjà tout préparé, l'avion était prêt pour les amener en France. Et la déportation a été décidée, et ils ont mis dans l'avion, enchaîné, menotté pendant tout le voile. C'est 24 heures d'avion, hein, pour la Calédonie. Et arrivé en France, dispersés dans les prisons françaises. Voilà. Et aujourd'hui encore, ils sont encore emprisonnés. Le président du FLNKS, au dernier congrès du FLNKS, ils ont décidé de nommer président du FLNKS, le Christian Théin, qui était un leader de la CCAT, qui est emprisonné en ce moment et qui est à l'isolement total, quoi. Les 5 sont encore emprisonnés, 5 sont encore emprisonnés, 2 sont en prison à Nouméa, et 2 femmes qui sont aussi mères de famille, d'enfants de 4 ans, 10 ans, sont assignées à résidence en France, voilà. À côté de cela, énormément de prisonniers aussi de droit commun ont été transférés en France, parce que plus de place dans les prisons, et pour les isoler, quoi. Et nous aujourd'hui on note à peu près 73 prisonniers, et on pense qu'il y en a au moins une centaine qui ont été transférés dans les prisons en France. Voilà, je vais laisser Joa parler un peu aussi des prisonniers, de la situation des prisonniers, puis de la répression peut-être. Cellule de coordination action de terrain. En fait, il faut savoir qu'en Kanaki, on n'apprend pas notre histoire à l'école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, beaucoup de nos jeunes, surtout de ma génération, qui sont ignorants, qui ne savent pas nos leaders politiques, qu'on ne sait pas l'histoire de notre pays depuis la colonisation jusqu'à de nos jours. Et on ne connaît pas du tout aussi l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, pour rappeler un peu, pour revenir à ce que la collègue a dit, elle avait pour 3 objectifs déjà. L'État français ne s'insère plus dans les problèmes calédoniens. Les problèmes calédoniens doivent se régler entre les non-indépendantistes et les indépendantistes. Et qu'avait pour but, c'est aussi le rééquilibrage, parce qu'à l'époque, il y avait déjà, même à l'heure actuelle, il y avait déjà une fracture sociale. C'est ça qui a entraîné aussi, qu'on appelle ça les révoltes. Pourquoi ces révoltes-là? Ça veut dire qu'on voulait ouvrir à 25 000 personnes. Ça veut dire que ça représentait 15% en plus de la population qui pouvait voter. Ça va noyer encore nous, les Kanaks, chez nous. Et déjà, nous, en tant que Kanaks, même quand on est diplômé, ou en tant qu'enseignant, on n'a pas l'égalité de l'emploi, comme tout le monde. On prend toujours des expats qui viennent d'ailleurs pour travailler chez nous. Et ça veut dire qu'on vient se former ici en France pour rentrer
rentrer chez nous et pas avoir de boulot. C'est ça aussi. Et pourquoi cette révolte-là il y a eu lieu? Il faut rappeler aussi que ça fait 40 ans depuis les accords de marginalisation du peuple kanak et on ne se sent pas, nous les jeunes, dans cette société-là, cette société de ghettoisation. Pourquoi? Ça veut dire on vient imposer le système français chez nous en Kanaki. Ça veut dire parquer des gens dans des gros bâtiments et que qu'on appelle ça les Kanaks et les Océaniens dans un côté et les Blancs dans les quartiers riches dans des grandes villas. Il faut savoir qu'avant le 13 mai, déjà le pays n'allait pas bien. Il y avait déjà qu'on appelle ça une dette publique de la Kanaki qui était de 190 milliards, qui a été causée par qui? Par ces loyalistes-là. Pourquoi ça a été causé? C'est au détriment du peuple aussi, et c'est tout à leur bénéfice aussi. C'est pour toujours quémander l'aide à l'État français. Et voilà, pour revenir aux répressions, le soir du 13 mai, le mot d'ordre était pacifique sur les ronds-points. Ça a commencé, M. Louis Lefranc, le Haussaire avec Darmanin, ils ont ordonné de chasser, faire de la répression sur ces jeunes-là. Lui, il pensait que comme il a fait à l'Oise avec les chasseurs et les réprimandés, on allait rentrer chez nous tranquillement. Mais non, ça durcit le mouvement. Et on parle d'incendie et de pillage. Ça, soit il y a une partie que ça a été fait par nos jeunes, mais il y a une autre partie aussi dans les vidéos où on voit, c'est qu'on appelle ça, c'est la droite locale. La droite locale, s'il faut comparer un peu, c'est le RN, mais en plus, c'est les partis nazis. Et on les voit bien dans les vidéos. Faut être débile quand même de piller nos magasins de chez nous. Et quand on regarde les exactions qui ont été commises, c'est que dans les quartiers nord, où il y a les populations les plus sensibles, où ça a été pillé, ça a été brûlé. Et donc c'est une stratégie aussi de leur part pour affamer nos populations locales dans nos quartiers. Et puis par rapport à la répression, ils disent que nous on était violents. Il y a eu des violences, mais quand tu mis sur les barrages, les jeunes ils sont avec des lance-pierres et des cailloux, comparé en face les mecs qui sont avec des fusils de l'armée russe, ou quand on regarde les morts qu'il y a eu, qu'on appelle ça sur les victimes, je regarde, mais il y a plusieurs victimes, ils ont plus de tête, ils ont plus de... C'est horrible quand même. Et on voit aussi que la police aussi, ils ont aidé ces miliciens-là. Et il y a eu des choses, qu'on appelle ça, par rapport aux gendarmes. Quand ils arrivaient, de toute façon, il faut savoir que la Kanaki, et que ce soit les îles en général, les dom-toms, on est toujours l'expérimental, on est toujours les nouvelles armes avant qu'ils utilisent sur le territoire français, ils viennent toujours d'abord utiliser sur nous dans les îles, et si ça fonctionne bien, ils utilisent là-bas. Et du coup, pour revenir aussi, lors de ces révoltes-là, il y a aussi une mutinerie au camp Est. Pourquoi il y a une mutinerie au camp Est? C'est parce que c'est pour dénoncer aussi leurs conditions d'enfermement là-bas. Comme a rappelé la camarade Mina, selon l'Observatoire international de détention, l'OIP, des prisons, on est sous domination française, on est la pire prison sous domination française. Il faut savoir que là où ils sont enfermés nos frères, c'est l'ancien bagne, c'est le bagne des années 1880, où on a juste pris des conteneurs, on a collé contre le mur, et voilà, l'insalubrité, elle est énorme. Elle est énorme aussi là-bas. Il y a eu des mutineries. Il y a eu plus d'un tiers des cellules qui ont été brûlées. Ils ont pris part aussi. Ils ont fait ces mutineries-là, c'est pour prendre part aussi au mouvement qui est à l'extérieur contre la loi du dégel du corps électoral. Et du coup, pour libérer la prison, c'est le RAID, le GIGN et l'ERIS qui est intervenu dedans. Et il y a eu plusieurs blessés qui est dedans, dont un mort, un petit jeune de Canala. Ils ont fait passer ça à sa famille, ils lui ont dit qu'en fait non, il s'est trop drogué. Mais sur la plupart des lettres qu'on reçoit de nos frères quand ils étaient déportés ici, ils disent tous, c'était un lynchage public, ils l'ont mis au milieu de la cour et tout le monde, les gardiens, ils l'ont lynché publiquement. Et même eux, ils racontent que lorsqu'ils ont libéré la prison, ils sont tous fait menotter et un par un, que ce soit le RAID, le GIGN ou l'ERIS avec les gardiens pénitentiaires, ils venaient, ils shootaient tous leur tête. Et donc ils ont été déportés aussi dans des conditions déplorables et surtout ils n'ont pas pu dire au revoir à leur famille. Ça veut dire qu'ils sont partis du pays
qu'avec les linges qu'ils avaient sur eux. Ça veut dire en short, en claquette et en t-shirt. Ils arrivent ici, c'est presque l'hiver. Et soi-disant qu'ils ont signé des papiers, mais en fait non, ils n'ont rien signé. Comment ça, la plupart des lettres qu'on a reçues, c'est quoi? Ils ont été convoqués par le... j'ai oublié comment il s'appelle, Monsieur Martin, lui qui gère la prison, et pour dire, ben en fait tu vas être soit déporté à Koné, et signe ça, ou soit tu vas être déporté en France. Mais en fait, l'avion les attendait sur le tarmac, et c'était direction ici en France. Et le travail que Solidarité Kanaki ont fait, c'est qu'en fait c'était vraiment difficile de recenser tous ces jeunes-là qui ont été ici, parce qu'il n'y a aucune communication par rapport au centre pénitentiaire du camp Est en Nouvelle-Calédonie et de Koné, qu'il y a eu ces jeunes-là qui ont été emmenés ici en France. Et c'est pour ça que la camarade disait qu'à l'heure actuelle, on a une soixantaine de frères à nous qui ont été déportés ici, mais on sait que peut-être beaucoup plus. On n'a pas ces informations-là. Voilà, merci. Sur l'importance du système éducatif qui est présent en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, du coup, il faut savoir que aussi en tant que jeune, on a parcouru ces écoles qu'à l'époque, nos parents appelaient ça l'école coloniale, dans le sens où en gros, je pense que comme vous l'imaginez tous, et pareil dans les dom-toms ou même dans les anciennes colonies, les premières dates qu'on nous apprend, quand tu rentres et que tu dois aussi mettre sur le papier, le premier diplôme qu'on retient dans le brevet, c'est quelle est la prise de possession la date de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Moi je la connais, hein, c'est 74, comme tout le monde, vous demandez à n'importe quel Kanak, que ce soit un Océanien, c'est gravé dans le marbre parce que c'est des choses qu'on nous a tannées depuis tout petit. Lorsqu'on arrive au collège, on nous apprend l'histoire de Vercingétorix, on nous apprend l'histoire des Gaulois, on nous apprend rien. Mais par contre, lorsqu'il faut aborder les sévices qu'ont connu notre peuple, comme disait Joya, ça on l'a appris auprès de nos vieux, au coin du feu, ils nous racontaient toute la souffrance et la douleur qu'ils ont dû faire, parce que ça c'est des choses qu'on a dû internaliser, et surtout que nos vieux ils ont vécu tous ces événements, et eux, leur souhait c'est que, voilà, on a nos leaders comme Jean-Marie Chibaou qui parlait du pari de l'intelligence. Aujourd'hui là vous voyez des jeunes militants Kanak qui viennent s'exprimer devant vous, et c'est pas un exercice facile, mais voilà, nous on a fait ce pari là parce qu'on a fait confiance aussi aux paroles de nos grands-parents, de nos parents, qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui c'est un cercle de la haine qui est en train de se faire ici. Et notamment sur l'avenir politique qui est en train de se dessiner, sur la signature des nouveaux accords. Et justement, si ces nouveaux accords-là vont venir, on sait très bien que demain, nos enfants aussi vont continuer aussi ce genre de combat. Et on se retrouve aujourd'hui à un choix difficile. Et on parle aussi de l'identité calédonienne, où honnêtement aujourd'hui, pour moi, être calédonien, ça ne représente plus rien. Parce que moi, quand je me dis calédonien, c'est comme si en fait, je suis en train d'effacer ma partie kanak. Elle est en train de lutter intérieurement avec moi, et je me dis que, maintenant quand quelqu'un me demande d'où tu viens, je dis je suis Kanak de Kanaki. Il m'a dit mais c'est quoi la Kanaki? Je dis ben c'est la Nouvelle-Calédonie, mais ça c'est le nom que les colons nous ont donné. Aujourd'hui j'ai envie de me réapproprier. Aujourd'hui, avant, pour eux le 13 mai, ils me donnent ça comme une révolte. Moi je veux même aller plus loin, c'est une crise existentielle. Ça a déjà été fait en 1984, mais là c'est aussi que c'est un souhait que nous on souhaite se réapproprier notre identité, qui a été effacée tout au long par le système éducatif qui a été fait. Quand vous allez en Calédonie, quand vous allez en Martinique ou même dans les anciennes colonies, il y avait ce travail-là aussi des espaces d'installation géographique. Quand vous venez, Joey avait parlé aussi avec Cheyenne des accords de Matignon. Dans ce système de rééquilibrage, normalement, le système, en tout cas, le but était aussi de remettre au centre l'identité kanak. Vous arrivez à Nouméa, qui a le surnom à l'époque de ces événements, on l'appelait la ville blanche. Voilà, vous savez pourquoi, Joey l'avait expliqué, mais quand vous arrivez là-bas, vous vous doutez pas qu'il y a un peuple autochtone, parce que quand vous arrivez là-bas, vous avez un monument américain, et juste à côté, on a normalement la place du Mwaka, qui est normalement le centre, excusez-moi, c'était vraiment le centre qui était censé en fait le point qui devait être la base et le socle de la constitution d'un destin commun. Cheyenne l'avait souligné lors de l'accord de Nainville-les-Roches. Ça a été aussi la naissance d'un mot qu'on appelle destin commun, pour vous montrer un peu le chemin que le peuple kanak aussi il a dû faire. C'est que non seulement on nous a décimés, on nous a enlevé nos droits, et en plus aujourd'hui on a quand même pardonné.
on a continué à croire à ce message d'espoir que nos vieux nous ont transmis, parce que nous, notre souhait, c'est aussi de continuer à demain construire ce destin commun avec ces personnes-là qui, même malgré nos différences, c'est aussi le projet de société qu'on souhaite tous aujourd'hui, c'est qu'on puisse vivre tous ensemble sur cette terre. Et vous le verrez peut-être avec Elon Machoro, il vous citera une phrase qui reste gravée, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera amené soit à vivre ou à mourir sur cette terre. C'est à nous de faire ce choix. Et justement, on a fait le pari de l'intelligence, de venir se former ici aujourd'hui, de pouvoir aussi s'acquérir de la connaissance des cultures des autres peuples, pour que nous aussi on puisse avoir cette ouverture d'esprit et savoir comment gérer nos problématiques, mais aussi à la vision des Océaniens. Parce que comme le disait Joia, quand vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, vous avez l'impression en fait, il n'y a aucune représentation de l'identité kanak. C'est vraiment une ville de rêve pour des hauts fonctionnaires qui rêveraient d'aller se prélasser sous les tropiques. C'est exactement le schéma. Vous avez les quartiers sud avec tous les bars et toute la puissance, avec toutes les entreprises économiques, avec l'ensemble des choses. Et après, tout ce qui est province nord et province des îles, on se retrouve encore une fois marginalisé vis-à-vis de ça. Mais ça, c'est encore une fois des problématiques qu'on retrouve dans de nombreux pays avec les aspects de centrification des pouvoirs. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une réalité. Aujourd'hui, voilà, je pense aussi que... Et encore une fois, aussi, quand je parlais des aspects géographiques, quand je parlais du Mwaka, c'est que vous arrivez à Nouméa, vous avez un monument en mémoire en Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont débarqué en Nouvelle-Calédonie pour notamment la construction d'hôpitaux, de routes et tout ça. Un grand monument a été fait à leur honneur. Le Mwaka, normalement, c'était le symbole où normalement tout le peuple calédonien et le peuple kanak devait se rassembler. Et au final, c'est quoi? C'est un petit bout de terre qui est autour d'un parking en face d'un McDonald's. Je ne sais pas si pour vous, vous voyez le travail qui a été fait. C'est pour vous dire que oui, dans les accords de Matignon, dans les faits, c'est marqué noir sur blanc, mais dans les faits, il n'y a pas eu de réel avancement. Quand ils parlent de politique de rééquilibrage aujourd'hui, 8 personnes sur 10 au chômage qui sont en recherche d'emploi en Nouvelle-Calédonie, c'est des Kanaks. 90% de la population carcérale, c'est des Kanaks. Il y a eu des avancements, oui, sociaux, mais je reprends encore une phrase qui a été citée par l'ancien député Pidjo lorsqu'on lui a posé la question monsieur, quel serait le premier conseil que vous donnerez à un Kanak s'il veut réussir dans sa vie? Il a cité, il a dit que la première chose que je lui dirais tout simplement, c'est de ne jamais être satisfait. Et pour moi, lorsque le grand frère Yabel Bachas, qui est un membre du MKF, m'a cité ça, pour moi, ça a été un éveil complet dans le sens où, en gros, je suis Kanak. Quand j'ai eu mon premier emploi, j'étais satisfait. Je travaillais dans un magasin et pour moi, le premier salaire, je me suis dit, c'est bon, c'est la réussite de ma vie. Ça, c'est pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, cette façon de penser-là, c'était aussi la façon de penser de tous mes frères qui étaient autour de moi. Et on n'avait pas cette notion-là de vouloir chercher plus, de pouvoir aussi... en fait, on était tellement sous la pression de pouvoir déjà de vivre des situations de précarité et surtout de voir la belle vie que pouvaient avoir des non-kanaks ou même des personnes qui pouvaient accéder à de tels postes. Pour nous, c'était une grande avancée. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est cantonné en fait, à occuper des emplois où en fait, on était sous-payés, on était payés au lance-pierre. Ça, c'est une réalité des faits. Et lorsqu'il nous a sorti cette phrase-là, pour moi, ça m'a permis aussi de pouvoir me projeter, de me dire que je ne serai jamais satisfait de ma situation, encore moins celle de mes frères et sœurs, et que demain, si on doit porter la parole de nos frères, de les encourager sur ce chemin-là du pari de l'intelligence, pour qu'on puisse demain, tous ensemble, avoir cette même vision de pouvoir construire la société qu'on souhaite de demain, avec l'ensemble. Le chemin, de toute façon, a déjà été tracé par Jean-Marie Chibaou et Elon Machoro. De toute façon, le film qui va vous suivre vous donnera encore plus d'éléments. Je ne veux pas vous spoiler le reste. En tout cas, je vous remercie à tous de...